Africatech. 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 Africatech vous fait découvrir le potentiel du digital, l'évolution technologique et la croissance numérique du continent africain en un seul clic. Africatech. Africatech. L'émission qui s'intéresse à l'impact du numérique sur le continent africain. Africatech. 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 Votre émission Africatech sur Africa FM et sur Africa FM et africafm.com. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de Ifriqiya FM. Vous êtes avec Moïself pour le nouveau numéro d'Africatech. Vous le savez, Africatech, c'est votre émission qui parle de technologie africaine, c'est-à-dire une technologie par des Africains pour des Africains. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un projet majeur, la nouvelle capitale administrative intelligente de l'Égypte, un symbole d'un urbanisme numérique ambitieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, l'investissement est plutôt colossal puisqu'on parle de 59 milliards de dollars. L'Égypte mise sur une mégapole high-tech pour désengorger le Caire et incarner une nouvelle vision urbaine, durable et connectée. Alors, nous discuterons avec mes invités aujourd'hui de questions importantes telles que quels défis et opportunités se dessinent autour des villes intelligentes sur le continent. Pour ce numéro, je serai en compagnie d'Alamine Mahamat, chroniqueur à Ifriqiya FM. Bonjour Alamine. Bonjour Moïse, bonjour chers auditeurs. Mais aussi Janicia Matondi, également chroniqueuse avec nous. Bonjour Janicia. Bonjour Moïse, bonjour à tous. Bienvenue, merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on puisse planter le décor avec une chronique que Alamine nous a préparée. Alamine, à toi la parole. Africatech. La minute décryptage. La minute décryptage. Africatech. Analyse et commentaires sur le digital. Africatech. Aujourd'hui, dans le décryptage, on s'arrête sur un modèle urbain en pleine expansion, les villes intelligentes. L'Égypte en donne une illustration spectaculaire avec sa nouvelle capitale administrative. Un projet de 59 milliards de dollars, pensé pour décongestionner le Caire et incarner une vision futuriste de l'urbanisme africain. Mais qu'est-ce qu'une ville intelligente concrètement ? C'est un environnement urbain où les technologies, comme l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, les capteurs connectés, sont mobilisés pour optimiser la mobilité, la gestion énergétique, la sécurité, la gouvernance et surtout la qualité de vie des habitants. Dans le cas égyptien, la ville est conçue pour accueillir 6,5 millions d'habitants. On y trouve une gestion centralisée des flux de circulation, des réseaux numériques interconnectés, une surveillance intelligente et même une infrastructure dédiée à l'e-gouvernance. Objectif ? Faire de cette ville un modèle d'efficacité urbaine capable de générer des milliers d'emplois qualifiés. Mais cette vision ambitieuse pose une série de questions fondamentales pour l'Afrique. D'abord, la question économique. Les villes intelligentes exigent des investissements massifs avec des retombées souvent visibles à long terme. Tous les pays africains peuvent-ils se le permettre? Et surtout, dans quelles conditions? Ensuite, les défis techniques. Il faut des réseaux stables, de l'électricité, de la data, une bonne connectivité, ce qui reste un vrai défi dans plusieurs régions du continent. Il y a aussi l'enjeu de l'inclusion numérique. Une ville intelligente n'est pas forcément inclusive. Si la technologie n'est accessible qu'à une élite urbaine, on risque d'accentuer la fracture sociale. La ville de demain doit donc être conçue pour tous. Des projets émergent malgré tout. À Lagos au Nigeria, à Konza City au Kenya ou encore à Lanseria en Afrique du Sud. Chaque initiative propose un modèle différent, souvent porté par les partenariats publics-privés. L'importance, c'est de comprendre que la Smart City n'est pas une fin en soi, mais un outil au service du développement durable. Pour l'Afrique, c'est une occasion unique de repenser la ville, d'y intégrer des solutions locales et pourquoi pas de devenir un laboratoire d'innovation urbaine à l'échelle mondiale. Le débat virtuel. Le débat virtuel. Un regard sur l'avenir du continent Africatech. Un regard sur l'avenir du continent africain. Africatech. Merci beaucoup Alamine pour cet éclairage. Maintenant que le décor est planté, j'aimerais qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous parlons de l'Égypte. L'Égypte qui mise donc sur un projet de ville intelligente. L'Égypte qui est parmi les premiers en Afrique. Il y a le Kenya, il y a le Rwanda, il y a l'Afrique du Sud. Plusieurs pays qui ont déjà entamé le pas. Mais l'Égypte a une vision très spécifique. Et les objectifs, c'est de désengorger le Caire, parce que le Caire aujourd'hui, qui est une mégapole touristique en Afrique, qui est parmi les premières destinations, suffoque aujourd'hui de l'affluence des touristes et plein d'autres choses. Donc,
la première question pour toi, Janicia, quel est selon toi le rôle des villes intelligentes dans la transformation numérique en Afrique? Le rôle que ces villes pourraient avoir dans la transformation numérique de l'Afrique, ça passe par beaucoup de choses, non seulement déjà au niveau de l'optimisation des infrastructures urbaines. Les villes intelligentes vont utiliser des technologies numériques, notamment l'intelligence artificielle, des fibres optiques qui vont peut-être permettre de mieux répondre aux besoins croissants de la population urbaine. Ils vont aussi jouer un rôle de catalyseur d'innovation et d'investissement en attirant peut-être des start-up, des investissements et des acteurs technologiques. Mais ça va aussi beaucoup plus améliorer la qualité de vie en intégrant des solutions numériques de l'intelligence artificielle. Ces villes intelligentes peuvent rendre les villes... Elles peuvent faciliter la vie des citoyens. Des citoyens, oui. Dans l'accès aux services et même la participation citoyenne. Alamine? Bon, moi, je vais juste rajouter quelques petits avantages des villes numériques, notamment dans les solutions comme les réseaux de transport, de bus pour faciliter la circulation. La circulation et également la jonction entre les différents pôles de la ville grâce à la circulation intelligente, le réseau de trafic intelligent. La ville sera plus couverte et on aura moins d'embouteillages, je pense, grâce à une couverture électronique. Il y a également... Bon, déjà, ça c'est utilisé à Lagos, au Nigeria. Il y a également l'éclairage intelligent. Ça, c'est à Nairobi, c'est utilisé déjà. Et il y a aussi les infrastructures numériques de base, comme les fibres optiques, vont être mises sur pied pour pouvoir pallier à plusieurs les problèmes de connectivité, par exemple. On sait que l'Afrique est toujours en retard au niveau Internet, mais avec ce genre de système pour permettre à la ville de vraiment exploiter le maximum, s'exploiter le max, parce que c'est exploiter la ville. Donc la ville va s'exploiter. Je pense que c'est important pour les auditeurs de comprendre en quoi est-ce que ces innovations sont importantes, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter. Tu as parlé tout à l'heure de gestion de trafic intelligent, tu as parlé de gestion d'éclairage intelligent. Pourquoi est-ce que c'est important ou en quoi est-ce que c'est important, en quoi est-ce que c'est mieux déjà? Déjà, tout à l'heure tu l'as dit, le Caire abrite tellement de touristes, la ville est submergée par le monde. S'il y a des zones qui sont pas éclairées, par exemple, on a des risques de vol, des risques d'agression et tout. Avec la circulation intelligente, par exemple, on sait qu'à certaines heures, il y a certaines avenues ou certaines rues qui sont pleines à bonder. Oui, le trafic est plus dense dans certaines zones, à certaines Exactement. périodes. Du coup, grâce au système de circulation intelligente, les bus pourront desservir la majorité des communes du Caire, grâce à déjà avec le système de géolocalisation, on pourra connaître quelle route prendre pour arriver plus vite, quel trajet suivre pour éviter par exemple les embouteillages des grandes routes nationales, parce que normalement c'est sur les grandes routes nationales que les embouteillages sont plus denses. Et on pourrait aussi parler aussi d'une gestion économique, par exemple, avec l'éclairage intelligent. Exactement. C'est-à-dire parce que parfois vu que le soleil ne se couche pas toujours à la même heure, donc c'est pas évident toujours d'avoir quelqu'un qui change. Qui va réguler. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui doit appuyer un interrupteur. Pourtant, avec le simple exemple, c'est les systèmes de panneaux solaires pour l'éclairage de la route. Dès que le soleil se couche, les panneaux solaires s'allument seuls. Et le soleil se couche généralement à 18h30, mais en été c'est un peu plus tard. Oui. Du coup, on n'a plus besoin de quelqu'un pour réguler tout ça. Juste, on sait que le soleil est couché. Les lampadaires s'allument tout seul. Et ça fait des économies au gouvernement, donc ça permet d'améliorer la gestion. Donc, oui, Janicia, tu veux rajouter quelque chose? Non, juste, tu as parlé de gestion et en même temps, on peut parler aussi de transparence, parce que en mettant en place des systèmes numériques, on aura une gouvernance plus transparente de plusieurs secteurs. Tout à fait. Alors, la prochaine question, Alamine, quelles devraient être les priorités pour guider, enfin, quelles priorités devraient guider les investissements dans des méga projets de ce genre, par exemple? Bon, moi, je dirais la principale priorité, c'est d'abord éviter le copier-coller. D'accord. Le copier-coller, c'est-à-dire, pas parce que, par exemple, à Lagos ou bien à
à Pretoria en Afrique du Sud ou à, je ne sais pas trop, à Nairobi. Le projet a réussi, c'est pas pour autant que ça va réussir chez nous. Il faut d'abord faire une évaluation de la population, évaluation du terrain, pour pouvoir s'agencer aux réalités de notre pays. C'est vrai, ça peut marcher, mais c'est préférable d'abord de faire une évaluation avant de cibler les secteurs clés avant d'investir. Je dirais également, il y a aussi des solutions low-tech et high-tech, et high-impact, pardon, comme à Dakar. Il y a des capteurs de qualité de l'air qui coûtent 10 fois moins cher que ceux de Paris, par exemple. Mais ça répond également aux besoins critiques, genre la pollution, et déjà avec ce genre de capteur, il y a 1,1 million de pourcents de décès en moins grâce à ces capteurs, juste pour la pollution. On peut utiliser ce genre de système, c'est pas très coûteux et ça sert également. Il y a également l'inclusion, c'est-à-dire à 60% de la population urbaine dans ce genre de système. Inclusion de la population dans ce système pour que la population voit qu'elle n'est pas délaissée, que la ville avance avec elle. Justement, on en parle tout à l'heure, mais j'aimerais vraiment entendre l'avis de Janicia sur la question. Bon, comme priorité, j'aimerais encore porter l'accent sur la connectivité fiable. On devrait beaucoup plus s'assurer qu'il y ait une connectivité stable parce que c'est une ville qui va fonctionner, je peux dire, avec une connexion. Et donc, il faudrait forcément placer des investissements quand même considérables par rapport à la connectivité. Et en même temps, lorsqu'on parle de priorité, on doit aussi voir l'environnement. On doit s'assurer qu'on fait des investissements, mais tout en intégrant des solutions qui rendent les villes non seulement intelligentes, mais aussi écologiquement responsables. D'accord, très bien. Alors, on va revenir sur le point que Alamine avait commencé à aborder. Donc, on va parler des villes intelligentes et de leurs possibilités. Le potentiel qu'elles ont de concilier avancées technologiques et développement durable. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer les technologies numériques, donc dans notre cas, on parle de technologies assez avancées, sans qu'elles puissent aggraver les inégalités qui existent déjà. Bon, c'est sûr qu'elles vont aggraver, mais disons, comment est-ce qu'on peut limiter cet écart-là? Bon, pour limiter cet écart, je crois qu'un cadre réglementaire adapté pour accompagner le développement des technologies afin d'éviter qu'elles ne deviennent un amplificateur des inégalités sociales et spatiales. On devrait aussi former les urbanistes, les gestionnaires et les populations locales aux technologies numériques pour permettre de favoriser une adaptation équitable et adaptée aux besoins réels des populations. En même temps, réduire la fracture numérique en développant l'accès à la connectivité, comme je le disais tout à l'heure. Et quoi d'autre qu'on peut ajouter? Bon, je pense que c'est ça. Donc, mais un cadre réglementaire est très important. Avoir un cadre réglementaire et couvrir, donc rendre plus accessible la connectivité. Oui, et en même temps sensibiliser aussi. Très bien. Moi, je rejoins Janice dans la sensibilisation parce que l'investissement, pour moi, doit cibler un impact social direct. Genre, on peut prendre à l'exemple à Cape Town, il y avait un projet qui s'appelait Kailitcha Tech Hub. C'est un projet qui forme les jeunes des townships au codage et les associe à la gestion des capteurs urbains. Il y a le résultat qui a été concret, c'est 80% des bénéficiaires, ils ont trouvé un emploi local direct. Il y a, à l'inverse, par exemple, il y a des projets comme Eco-Atlantic en Nigeria qui est centré sur les élites. Et le problème, quand c'est centré sur l'élite, ça délaisse la population. Et quand la population est intégrée à un système qui est aussi grand qu'une ville, une ville numérique, ça va booster largement les rendements et la qualité de gestion de cette ville. Mais il y a aussi des risques, n'est-ce pas? Exactement. Donc les risques liés, je veux dire des risques et des opportunités, parce qu'il n'y a pas toujours que le mal, à la gestion automatisée des ressources, par exemple, Janicia. Je pense que je vais commencer par les opportunités. Donc, comme opportunité, on peut dire que la gestion automatisée des ressources va permettre de surveiller déjà en temps réel la consommation et la distribution. Donc, la consommation d'eau, d'énergie, de transport. Alamine soulignait ce point tout à l'heure. Et ça va limiter le gaspillage, les pertes des coûts opérationnels
par exemple, les capteurs intelligents vont détecter les fuites d'eau rapidement pour pouvoir pallier à ces problèmes. En même temps, ça va aussi améliorer la qualité de vie du fait qu'une mobilité automatisée et connectée réduit déjà les embouteillages. Donc, pour éviter d'encore m'attarder dessus, puisqu'il parlait déjà de ça, je vais aller directement aux risques. Donc, parlons des risques. Il y a déjà la dépendance technologique. Sachant que ça va être une ville vraiment connectée, il faudrait pas que le pays puisse dépendre tant que ça de la technologie. Donc, parce qu'après, il y aura des vulnérabilités aux cyberattaques s'il y a cette dépendance accrue. Donc, l'autonomisation repose sur des systèmes informatiques connectés qui peuvent être vulnérables aux cyberattaques. Il y a également les inégalités d'accès et fractures numériques. Donc, sans l'intégration inclusive, les populations défavorisées ou vivant dans les zones rurales, peuvent ne pas bénéficier pleinement des services automatisés. Donc ça va accentuer peut-être les inégalités urbaines. Et il y a aussi le coût élevé. On doit veiller à ce que le coût ne soit pas trop élevé. Donc surtout, oui. Voilà, donc ça peut être un risque si le coût est très élevé. Donc il y aura des déploiements de technologies automatisées qui vont nécessiter des investissements importants, des expertises techniques et autres. Et il y a aussi des risques sociaux par rapport à l'emploi. Certains secteurs comme la maintenance des transports, la gestion manuelle. Alamine, je pense que Janice a tout dit. La seule chose que moi j'aimerais ajouter, c'est juste les risques de cybersécurité sur lesquels on doit beaucoup s'attarder. On doit créer vraiment un cadre où cette ville est légalement ou totalement en sécurité, surtout sur le système numérique. Et j'aimerais aussi revenir sur le système sur ce dont Janice a parlé tout à l'heure, donc le manque d'emploi. C'est vrai, pour mettre sur pied ce projet, on aura besoin de beaucoup de main d'œuvre, mais quand il sera totalement actif, beaucoup de personnes vont perdre leurs emplois. Personnes vont potentiellement avoir des emplois aussi. Temps, parce que ça va créer des emplois pour un autre secteur qui a besoin du personnel. Pourtant, ceux qui étaient là depuis le début, qui ont monté ce projet, risquent de se voir délaissés par cet énorme. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut apprendre à réapprendre. Il faut se renouveler. C'est obligatoire. Mais j'aimerais qu'on puisse terminer par cet axe-là pour parler de souveraineté numérique. C'est quelque chose que Janice a soulevé. Alors, c'est vrai, l'Égypte va j'imagine que les technologies qui vont être utilisées ne sont pas 100% africaines. Parce que c'est certainement des technologies qui vont venir d'ailleurs. Et la question que n'importe quelle personne qui aime son pays est en droit de se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si le pays qui me fournit la technologie est fâché contre moi. Mais voilà. Tu sais pas ce qu'il y a dans mon cœur. Je sais pas ce qu'il y a. Peut-être que tu as mis un petit virus à l'intérieur qui va capter tout. Et qu'est-ce qui se passe si toi et moi on a un problème? L'idéal au final, c'est que moi j'apprenne à fabriquer mon téléphone. Oui. Et c'est pour ça qu'on parle de souveraineté numérique. Alamine, qu'est-ce que tu dis? Moi, je pense que cette question elle est légitime, mais je pense tous les investissements, tous les contrats se font à partir des clauses. Et ces clauses, c'est vrai, on ne les connaît pas toutes, mais il y a des clauses qui sont signées. C'est vrai aussi, on ne connaît pas la mentalité de tout un chacun. J'ai un exemple où le projet a été bien bâti, en temps et en heure, tout était nickel, mais au fur et à mesure, je ne sais pas comment ils ont fait pour le découvrir, le pays hôte, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est préférable d'apprendre à faire mon propre téléphone. Je te rejoins sur ce point parce que on ne connaît. En fait, le problème c'est que quand on donne un marché à un investisseur, par exemple, il va venir faire les travaux. On est là 2-3 jours, on va envoyer quelqu'un pour voir le début du projet, mais il n'y a pas constamment quelqu'un pour voir l'avancée du projet. Bon, après, j'imagine que c'est sur des projets qui sont très grands, c'est pas toujours évident d'avoir les yeux sur tout. Ce n'est pas que c'est pas évident, c'est impossible. Voilà. C'est quasiment impossible d'avoir les yeux et la main mise sur tout ce qui se passe. Tout à fait. Du coup, moi, je te rejoins. C'est préférable d'apprendre à faire quelque chose et revenir le refaire chez nous. Et donc l'Afrique doit investir, pas seulement dans des projets
des projets durables, mais aussi dans de la recherche et du Dans la développement. formation Voilà, également. formation, recherche et développement, c'est-à-dire, voilà, je pense qu'on peut prendre l'Algérie comme un exemple. L'Algérie aujourd'hui, Exactement, ils ont créé carrément un incubateur de start-up par exemple. L'Algérie aujourd'hui a tout un réseau universitaire qui œuvre pour la recherche scientifique. Exactement. Ils sont parmi, je pense, les leaders dans plusieurs domaines, pharmacie, ainsi de suite. Et c'est pourquoi? C'est parce qu'ils investissent. Exactement. Et ce qui rend cela un peu plus facile, c'est que la majorité des grandes puissances donnent des bourses d'études, de recherche. Justement, partout. je pense que c'est un modèle que tous les pays africains doivent copier. Mais il y a un autre problème qui se pose, c'est que quand ils donnent ce genre de bourse de recherche, par exemple, tu pars étudier à Harvard ou bien tu pars au Canada étudier dans les grandes écoles. Dès que tu arrives, on voit que tu as du talent, ils ne vont pas te lâcher. Il faut aussi avoir ce patriotisme de garder ta mère patrie dans ton cœur pour dire c'est vrai, je suis sorti pour aller étudier ailleurs, mais tout ce que je fais, c'est pour mon pays, je vais revenir. Je vais revenir et mettre ça en pratique chez moi. Et il y a d'autres réalités qui reviennent nous retrouver quand on va au pays, mais on doit faire avec. Moi, je dis on doit faire avec. Très bien. Alors, sauf si Janicia a un dernier mot pour la fin. Un dernier mot pour la fin, ça sera vraiment de quand même dire que c'est une initiative vraiment bonne. C'est une initiative qui va permettre beaucoup d'avancer quand même, et qui va encore encourager l'Afrique à pouvoir s'aligner peut-être dans des tels projets. Très bien, alors je pense que c'est sur ces mots qu'on va terminer notre émission. On retient que l'Égypte ouvre la voie à une nouvelle génération de villes intelligentes en Afrique, aux côtés d'autres pays. Mais les défis sont nombreux, le financement, la durabilité, l'inclusion, la souveraineté. Le succès de ces projets va dépendre de la capacité à équilibrer l'innovation technologique et le développement humain. Alors je remercie Alamine, je remercie Janicia, je remercie les auditeurs, je vous remercie, très chers auditeurs, parce que sans vous, ce projet ne serait pas vie. Je remercie également Monsieur Mohamed, qui est à la réalisation de ce numéro. Et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.